Comment est-ce qu'on fait pour qu'une intelligence artificielle se souvienne de nous, de nos conversations? C'est vraiment la grande question, le défi qui occupe tous ceux qui développent des agents conversationnels. Parce que, soyons clairs, donner une mémoire à une machine, c'est un sacré casse-tête. Et c'est justement ce défi qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur ce dossier spécial thématique publié en avril 2026 sur le portail iainfo.fr. On va plonger aujourd'hui dans une analyse passionnante de Didier Taormina. Un article qui va vraiment au cœur du sujet. Comment l'architecture de la mémoire a un impact direct sur la qualité des réponses, mais aussi sur les coûts de fonctionnement de nos IA. Alors, voilà notre programme. On va commencer par casser une idée reçue. Ensuite, on définira les différents types de mémoire pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Puis, on explorera deux architectures majeures, le fameux RAG et son évolution, même 0, et on terminera avec les clés pour construire un système qui marche vraiment. Allez, on attaque direct avec le mythe du contexte infini. On entend souvent que, bientôt, avec des fenêtres de contexte gigantesques, le problème de la mémoire sera réglé. C'est une idée séduisante, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. La question est simple, non? On a des modèles comme Gemini 1.5 Pro qui peuvent ingurgiter des millions de mots en une seule fois. Alors pourquoi s'embêter à construire une mémoire externe compliquée? Eh bien, il y a de très bonnes raisons à ça. 3 raisons fondamentales en fait. D'abord, il y a le portefeuille. Envoyer des millions de jetons à chaque question, ça coûte une véritable fortune en calcul et en appel d'API. Une architecture de type RAG, elle peut permettre d'économiser jusqu'à 65%, c'est énorme. Ensuite, il y a un problème quasi cognitif, qu'on appelle le lost in the middle, perdu au milieu. Une info qui est noyée au centre d'un très long texte a beaucoup plus de chances d'être oubliée par l'IA. Et enfin, il y a le temps. Aucune fenêtre de contexte, aussi grande soit-elle, ne peut contenir des mois ou même des années d'échange. Elle a forcément une limite. Bon, pour bien comprendre les solutions, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire. On va distinguer 4 grands types de mémoire qu'un agent doit pouvoir utiliser. Et chacun répond à un besoin bien particulier. On commence par les fondations, la mémoire sémantique. C'est un peu sa culture générale, tout ce que l'IA a appris sur le monde pendant son entraînement. C'est une connaissance qui est statique, qui est figée, un peu comme si elle était gravée dans ses circuits. Ensuite, il y a sa mémoire vive, sa conscience de l'instant T, la mémoire de travail. En gros, c'est la conversation en cours. C'est super fiable, c'est immédiat, mais c'est totalement éphémère. Une fois la session terminée, pouf, tout est oublié. Et c'est là que ça devient intéressant, avec la mémoire épisodique. C'est son album de souvenirs personnels. C'est elle qui permet à l'agent de se rappeler ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est clairement le type de mémoire le plus précieux, et aussi le plus difficile à bien gérer. Et pour finir, il y a la mémoire procédurale, celle des habitudes. C'est elle qui va noter qu'on préfère des réponses courtes ou qu'on utilise souvent un certain langage de programmation. C'est cette mémoire qui transforme une IA générique en un véritable assistant personnel. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, passons aux solutions techniques. Et on commence par la plus connue, l'approche standard aujourd'hui, la génération augmentée par récupération ou RAG. L'idée, c'est de séparer le stockage des connaissances de la conversation active. Le processus, c'est un peu comme si on construisait une bibliothèque super intelligente. D'abord, on prend nos documents et on les découpe en petites fiches. Ensuite, on transforme chaque fiche en une sorte de coordonnée numérique qui représente son sens. C'est la vectorisation. On stocke tout ça, et quand on pose une question, l'IA va chercher les fiches dont les coordonnées de sens sont les plus proches, et elle s'en sert pour construire une réponse pertinente. Alors comment on choisit sa bibliothèque? Eh bien pour démarrer, pour un prototype, ChromaDB est parfait. C'est simple et rapide. Si on pense déjà à la production et qu'on veut de la fiabilité, Pinecone, c'est la solution clés en main. Quadrant, c'est le choix malin pour ceux qui surveillent leurs coûts et qui veulent garder le contrôle total de leurs données. Et enfin, si tout le projet utilise déjà PostgreSQL, pgvector est l'option logique pour ne pas ajouter une brique de plus. Mais voilà, le RAG classique, aussi puissant soit-il, a ses limites. C'est là qu'entrent en jeu des architectures plus fines, plus avancées, comme MEM0. MEM0, c'est une couche de mémoire spécialisée qui se positionne comme une vraie évolution intelligente du RAG. Et la différence, elle est fondamentale. D'un côté, le RAG classique, c'est un peu un entonnoir qui empile de l'information brute sans trop trier. De l'autre, Memo, c'est plus comme un cerveau. Il ne se contente pas d'accumuler, il filtre, il synthétise, il l'organise. Il met à jour les souvenirs, il fusionne des informations similaires, il est même capable de jeter ce qui n'est plus pertinent. Bref, c'est une mémoire vivante, pas juste un grenier numérique. Et les résultats, ils sont là. Ils sont parlants. D'abord, la qualité. On gagne 26% de pertinence dans les réponses sur les tests de référence. C'est tout simplement énorme. C'est la différence entre une IA qui sait des choses et une IA qui comprend vraiment le contexte. Ensuite, la vitesse. Une latence, donc le temps de réponse, qui est réduite de 91%.
Concrètement, ça veut dire que l'agent ne passe plus de longues secondes à réfléchir, il répond de façon quasi instantanée. C'est beaucoup plus fluide. Et enfin, le nerf de la guerre, le coût. Moins 90% sur la facture de jetons. Ça prouve qu'une mémoire bien gérée, c'est non seulement plus performant, mais c'est aussi radicalement moins cher à faire fonctionner au quotidien. Mais attention, l'outil ne fait pas tout. On peut avoir la meilleure base de données, la meilleure architecture. Si la stratégie derrière n'est pas bonne, ça ne marchera pas. Il y a des bonnes pratiques essentielles à maîtriser pour que le projet soit un succès. L'article dit très bien avec cette citation, qui est, je trouve, capitale. Elle nous rappelle que le point le plus fragile, ce n'est souvent pas la technologie de stockage, mais bien la manière dont on a préparé les informations avant de les stocker. Un mauvais découpage au départ, et tout le système s'écroule. La solution, c'est ce qu'on appelle le découpage sémantique. L'idée, c'est de passer du découpage à la hache au découpage au scalpel. On ne coupe plus le texte ou les 1000 caractères, ce qui n'a aucun sens, mais on identifie des unités de sens, des idées complètes. C'est la seule façon de s'assurer que les fiches de lecture qu'on donne à l'IA sont réellement exploitables. Donc, pour résumer, si on devait donner quelques recommandations pratiques, il faut commencer simple, mais surtout commencer bien, en soignant ce découpage sémantique dès le tout début. Pour passer en production, il faut bien réfléchir à l'infrastructure et surtout, ne jamais sous-estimer la gouvernance des données. Qui a accès à quoi, combien de temps on garde les infos, c'est à prévoir dès la conception. On termine avec une question un peu plus large, pour prendre du recul. Ce qu'on voit, c'est que la mémoire des IA n'est plus un simple sujet de recherche. C'est en train de devenir une véritable discipline d'ingénierie à part entière, avec ses outils, ses méthodes et ses propres experts. Et voilà, c'est ce qui conclut notre plongée dans les architectures de la mémoire IA. C'est un sujet qui est absolument passionnant et qui bouge à une vitesse folle. Pour ne rien rater, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci et à très bientôt.